Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle encore de l'univers Microsoft. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 décembre 2020 et c'est l'épisode 197 du podcast. Un épisode que l'on aura eu un petit peu de mal à enfin positionner. Alors ce soir, pour partager l'émission, j'ai avec moi mon voisin David. Salut David. Salut voisin, comment ça va ? Ça va, surtout après ce deuxième essai d'enregistrement. Et à côté de toi, nous avons le lointain calaisien. Salut Florian. Hello Guillaume, ça va ? Ça va, ouais, vivement les vacances. Allez, ce soir, je vous propose un épisode avec deux dossiers, enfin vraiment une mise en bouche et un dossier. Alors la mise à bouche consistera à vous parler d'Android qui arrive sur Windows. Le dossier, ce sera tout le nouvel écosystème, enfin la nouvelle manière de fonctionner avec les nouvelles mises à jour de Windows, les applications à la sauce panospanée, bref, tout ce genre de petites choses. Et on terminera par les news rapides. Allez, c'est parti sans plus attendre, je crois qu'on va commencer avec les applis Android. Alors vous le savez déjà, vous pouvez, si vous avez un Samsung, faire tourner vos applis Android grâce à YourPhone sur votre ordinateur. Ça, vous streamez avec le mode miroir vos applications du téléphone vers l'ordinateur. Et on trouve ça vachement pratique quand on a un Samsung. D'autres infos ont été publiées. Microsoft a annoncé qu'ils allaient sortir courant 2021 normalement un outil qui va permettre de faire tourner les applications Android directement sur votre Windows. Donc là, pas besoin d'aller connecter votre téléphone. Et pour cela, alors on ne sait pas encore si on va pouvoir télécharger les applications sur le Windows Store, si on va les récupérer sur le Google Play Store. Bon, j'en doute, je ne pense pas que ce soit la méthode que Microsoft veuille privilégier. Bref, on n'en sait pas encore beaucoup, mais on a notre camarade Florian qui voulait nous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionnait. Oui, donc déjà, Microsoft semble s'intégrer de plus en plus avec Android ces jours-ci, c'est vraiment une des bases de leur fonctionnement actuel. Ouais. Avec Samsung, comme tu disais, on a déjà de plus en plus d'intégration à YourPhone, c'est-à-dire qu'on peut non seulement voir son écran en parallèle sur son téléphone, mais on peut également lancer les applications de téléphone dans des fenêtres séparées sur son PC. Donc ça donne l'impression que les applications tournent sur notre PC, alors qu'en fait elles tournent sur le téléphone et elles sont juste streamées chacune dans leur fenêtre sur notre appareil. Alors, ce que Microsoft propose avec ce qu'on appelle donc le projet Latte dont tu viens de parler, c'est de faire tourner cette fois les applications Android directement sur Windows. C'est-à-dire que c'est le PC sous Windows qui va cette fois faire tourner l'application. Alors peut-être qu'elles seront téléchargées depuis le store, comme tu disais, peut-être pas, on ne sait pas trop comment ils veulent faire ça. C'est pas la première fois que Microsoft avait regardé de ce côté-là. Ils avaient déjà eu l'idée il y a 5 ans maintenant pour Windows 10 Mobile. Lors des bêtas de Windows 10 Mobile, ils avaient intégré à Windows 10 Mobile, un sous-système Android qui permettait donc de faire tourner des applications Android, justement parce que sous Windows Phone, comme vous vous rappelez, on manquait d'applications, malheureusement. Ce projet avait été quand même assez avancé en bêta, il fonctionnait. On pouvait donc télécharger des APK et les installer sur son téléphone Android, mais tout ce qui était service Google n'était pas accessible. C'est-à-dire que si un jeu se connectait au Google Play, au service Google Play pour se connecter au compte Google, ça ne marchait pas. Si une application se connectait au Google Maps pour acheter une carte, ça ne marchait pas non plus. Bref, tout ce qui était connecté à un service Google était inaccessible. Et donc de fait, une application ne pouvait pas directement transposer de Android à Windows. Il fallait que le développeur remplace des services Google par des services Microsoft. Microsoft proposait des solutions pour faire ça facilement, mais il restait que le développeur devait, dans tous les cas, bidouiller son application. On ne pouvait pas juste prendre le code Android et le balancer sur Windows. Et donc ça a limité l'intérêt de la chose, puisque si ces développeurs n'étaient déjà pas intéressés par Windows, ils ne voulaient pas faire du WP, bon, ça faisait une marche un peu moins haute, mais il devait quand même modifier son code. Donc est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui aurait eu envie de faire ça ? Surtout qu'en plus, ça tournait sur un sous-système Android qui était un peu lent sur des Windows Phone de l'époque. Donc, bon, l'intérêt finalement était peut-être un peu trop limité, et Microsoft avait décidé d'abandonner ce système. Bon,
tout le travail qui a été fait n'a pas été oublié, puisque, comme vous savez peut-être, Android tourne sous un noyau Linux. Donc, tout ce travail a été réutilisé dans Windows 10 pour faire tourner le sous-système Linux. Le sous-système Linux, en fait, c'était le sous-système qui avait été développé pour faire tourner les applications Android sur Windows Phone. Et donc ce sous-système Linux, il a bien évolué aujourd'hui. Il va même permettre bientôt de faire tourner des applications graphiques. Vu que la base est encore là, techniquement, si Microsoft veut, ils peuvent réutiliser ce sous-système pour faire tourner des applications Android. Alors, cette fois, vu qu'on n'a plus de téléphone, elles tourneront sur un PC de bureau, ou sur une tablette, sur une Surface, sur un PC Windows. Donc, ce ne sera pas sur un téléphone. Et il y aura toujours ce problème qu'on n'aura pas accès au service Google nativement, donc il faudra trouver une solution. Ce qui fait que je ne sais pas trop si ça a de l'intérêt, ce que Microsoft veut faire avec ça. Même si on imagine qu'il y a une solution qu'on arrive à faire tourner les applications Android sur PC, je suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour ça, pour des applications de téléphone. Elles sont pas prévues pour la souris, pour le clavier. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi vraiment ils essayent de faire ça. À mon avis, bon, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais peut-être que vous avez un autre avis. Moi, je trouvais l'idée vraiment du stream d'applications du téléphone vers l'ordinateur très intéressant parce que c'est vraiment immédiat. Tu te connectes en sans fil à ta machine et tu as déjà tes applications sur ton ordinateur, tu as déjà tous tes paramètres qui sont configurés et tu peux continuer en fait ton utilisation mobile sur ordinateur. Alors que là, c'est vraiment une nouvelle manière de penser les applications et je me dis que tu vas devoir aller rechercher. Alors peut-être qu'il y a des applications que je n'utilise pas sur mobile et qui iraient très bien sur ordinateur, hein, mais peut-être que j'ai déjà des applications Microsoft ou que j'ai un bon vieil exe qui marche très bien et qui me fournit le même service. Donc comme ça, moi c'est vrai que j'aurais pas tendance à aller sur un store pour aller télécharger des applications sur mon ordinateur. Je pense que quand ça va sortir, je vais le tenter forcément parce que j'ai envie de tester le bazar, mais je suis pas sûr d'être un client à long terme là-dessus. Mais je crois que David avait encore une autre vision un petit peu différente. Moi déjà, je voulais poser une question à Florian. Il disait en fait pourquoi le Windows limiterait l'accès aux Google Services. En fait, c'est impossible sur un ordi parce qu'il suffit de taper son compte Google et sur Chrome ou un truc comme ça et ça peut bien se lier, non? C'est techniquement possible, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le droit. C'est comme sur le Surface Duo. Ah oui, d'accord. Sur le Surface Duo, pour accéder au service Google et tout ça, ils sont obligés de mettre, je crois, Chrome en navigateur par défaut. Tu vois, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, c'est vraiment... techniquement, tout est possible. En pratique, légalement, tout n'est pas possible. Si Amazon a le même problème. Je crois qu'Amazon a le même problème avec son... comment il s'appelait leur truc Fire, non? Je sais pas quoi. Fire HD, ouais, Fire enfin HD, bref, ouais. ils avaient remplacé des services Google par des services Amazon et ça fait que leur store, il est quasiment vide. Oui, exact. Ok. Ouais, mais moi je pense que ça peut fonctionner les applis Android sur l'ordi, même si c'est pas les mêmes usages. Je pense qu'il y a certains jeux ou certaines applis surtout sur des ordi tactiles en fait, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt. Mais pour les applis de réseaux sociaux pour les jeunes là, de Snapchat et tout ça qui n'existent pas en fait. Sur un ordi, je pense que ça peut permettre à certaines personnes de se connecter. Et aussi, peut-être, je pensais tout à l'heure pendant que tu parlais, à les gens qui ont un Apple, un iPhone, s'ils veulent tester, quoique les applis, elles sont un peu pareilles sur les deux, mais bon. Ouais, en général. Ouais. Moi, je le sens plutôt bien, même si je pense aussi que Microsoft va faire après sa pub, comme quoi ils évoluent bien et que maintenant, ils sont capables de faire tourner des applis Android sur Windows. Ça peut être que bénéfique pour eux, même si ça servira pas forcément un gros pourcentage d'utilisateurs Windows, quoi. Mais c'est plutôt positif, même si ça sera sûrement pas sinon on achèterait un Chromebook, quoi. Donc. Ok, merci beaucoup David. Florian, je pense que tu n'as rien à rajouter. Non, on a fait le tour. Ok. Donc je vous propose de refermer votre ordinateur avec les applications Android dedans et puis de passer ensuite à la nouvelle partie. Donc là c'est Florian qui va officier pleinement. Donc tu vas nous parler des nouvelles mises à jour de Windows, d'applications, de design, de panneaux spannés, enfin la totale quoi, c'est un épisode entier à toi tout seul. C'est bien ça, on peut y passer un 20 minutes là si vous voulez, même une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Bah écoute, on verra bien si c'est intéressant. Donc, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées côté Windows, même si on n'a pas l'impression, j'imagine, quand on fait pas partie du programme Insider et qu'on suit pas vraiment les actualités, on a l'impression que ça bouge pas beaucoup peut-être. Mais si, ça bouge. Je te confirme. Donc déjà, il y a eu un grand événement.
Je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, les mises à jour de Windows se nomment selon le tableau des éléments. Donc on avance dans l'ordre du tableau des événements, et la version actuelle, c'était Fer, donc Iron, et la suivante, j'ai oublié le nom, parce que je ne connais pas mon tableau des éléments par cœur, mais Quelle honte! Pardon? Je dis quelle honte, Florian, de ne pas connaître ton tableau des éléments. Eh oui, désolé. Donc, celui d'avant, c'était Manganese. Bon, celui d'avant, je me souviens plus. Bref, on a eu la RTM de Fer, donc de Iron, qui vient d'être passée dans Prime Insider. Mais, c'est un peu spécial. Microsoft n'a pas dit que c'était une RTM. Alors, lors de la communication du Prime Insider, ils ont dit on vient de sortir plusieurs bulles de Iron, et puis on passera sur la branche suivante dans quelques semaines. Voilà. Pour tester, pour faire des tests. Mais tout le monde disait, mais c'est un peu bizarre ça, pourquoi il passe sur la branche suivante derrière, c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la réalité c'est qu'il ne prévoit pas de déployer cette version, la version Iron, sur bureau. Ils vont la réserver à Windows Server et à Windows 10X, sur lequel ils font des tests en arrière-plan pour finaliser l'OS. Et les Windows de bureau vont continuer de rester pour l'instant sur la version Vibranium, qui était donc la version 20H1. Alors celui-là, le Vibranium, je crois qu'il n'existe pas dans le tableau Non, périodique mais justement, pour la petite histoire, c'est parce que le vrai élément c'était Chromium. Et ils se sont dit, oulala, on va pas utiliser celui-là. D'accord, pourtant dans Edge on a bien Chromium qui est utilisé. Oui, mais ça appartient à Google, ça aurait été le bazar. Windows 10 Chromium, non. Donc ils ont utilisé Vibranium à la place. Bref, c'était le 20H1. Et celui-ci, vous allez peut-être vous dire, mais non, on n'est pas en 20H1, maintenant on est en 20H2. Mais non, mais 20H2 en réalité. Mais 20H2 en réalité, c'est une mise à jour cumulative qui a ajouté quelques petites améliorations ici et là, mais qui n'a pas vraiment remplacé le système. La base du système, ça reste 20H1 Vibranium. Et donc, ça va être la même chose là avec la version qui arrive début 2021, 21H1. En fait, vous n'aurez pas de nouvelle bulle, vous allez avoir une petite mise à jour cumulative à nouveau qui va vous passer en 21H1, mais de fait, votre base de Windows va rester exactement comme avant. Donc, vous n'aurez pas de grandes nouveautés. En fait, ça, c'est parce que apparemment Microsoft, depuis un an à peu près, a fait passer le développement de Windows sur la team de Panos Panay. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette news. Tout à fait. Et il se dit que Panos, il a envie de faire une grosse mise à jour Windows 10 qui va quasiment changer toute l'interface d'un coup. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser de tout le bazar qui se traîne depuis Windows 8 où on avait des applications de bureau, des applications de métro avec des UI différentes, de tout ce qui s'est accumulé au-dessus avec je sais plus comment on appelait ça, de l'acrylique avec de la transparence, du fluent design ici dans tous les coins. Bref, tous ces 10 ans de design qu'on trimballe un peu partout dans l'OS et qu'il espère tout mettre à niveau en une fois avec une mise à jour qui crée une nouvelle identité visuelle claire et à tous les niveaux. Donc un grand but. En attendant, ils sortent pas de version intermédiaire sous Windows, ils gardent ça juste pour Windows Server et pour travailler sur Windows 10X. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau de la communication, c'est pas clair. Microsoft veut pas l'avouer. Ils continuent de prétendre qu'on est encore sur le système qu'on avait en 2017, sur lequel on avait 2 mises à jour de Windows par an, une majeure, une mineure. Mais ils avaient dit, Florian, il me semble qu'ils avaient dit dès l'an dernier qu'il n'y aurait plus qu'une majeure par an et un pack de correctifs en fin d'année. Oui, voilà. Mais là, il va pas avoir de majeure pendant 2 ans. Bah oui. Mais ils l'avouent pas. Ils disent qu'il y aura 20H1, même si ça va être une cumulative. Ils veulent pas l'avouer, je sais pas pourquoi. Ils sont en train de jouer. Il y a des débats sur Twitter entre les membres du Prime Insider. Les mecs ils disent mais on sait très bien que vous changez de bulle. De toute façon, ça c'est écrit quand on regarde dans les paramètres. C'est la même. Ça va rester sur la même et ça sera pas sortir. Ils disent non, c'est pas vrai. On continue de sortir 2 mises à jour par an. On sait pas trop pourquoi. Ils ont pas envie de. Ils aiment le secret, j'ai l'impression, Team Windows. Ils ont pas envie d'admettre quels sont leurs plans. Il faut aller chercher dans les bulles un peu partout pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça te fait pas penser, Florian, ça, excuse-moi, mais ça te fait pas penser quand il nous avait dit que Windows Mobile allait perdurer, qu'il serait maintenu, que tout allait bien, Madame la Marquise. Il n'y a plus de mise à jour, mais c'est pas grave, tout va bien. Bah si, à l'époque, il y a eu Redstone 3, c'était il y a bien longtemps, et Windows 10 Mobile est resté sur Redstone 2. Tout le monde a dit, oulala, ils mettent pas la nouvelle version de Windows sur Windows 10 Mobile, ça sent sentait le mauvais. sapin déjà. Hein. Et Microsoft disait mais non, bon, il reste sur Redstone 2 mais c'est de la tambouille interne, on va vraiment continuer de mettre à jour, on n'abandonne pas Windows 10 Mobile. Et puis un an après c'était mort, bon bref, c'est exactement la même chose. Et ils nous ont fait la même chose l'année dernière quand il y a eu la mise à jour du printemps, ils l'ont annoncé et tout, et on est arrivé à la fin du printemps, je sais plus quel jour, puis il y a des gens sur Twitter, ils faisaient un compte à rebours avant que Microsoft soit en retard, puis pouf on est arrivé en été,
Et puis tout le monde s'est moqué un peu en disant bah ça y est, vous êtes en retard. Puis les mecs disent non, non, on n'est pas en retard, on n'a jamais annoncé de date. Pour nous, notre définition du printemps ne correspond pas forcément avec la vôtre. Oui. Il y a 3 mois. Donc elle est arrivée au mois de juillet. Hein. Ah, oui. Enfin bref, et le pire c'est que finalement on s'en fiche qu'ils soient en retard, qu'ils décident de pas sortir de version majeure pendant un moment. En fait on s'en fiche, c'est juste que on a du mal à comprendre pourquoi ils veulent pas l'admettre en fait. C'est un petit peu, ils aiment pas admettre quels sont leurs plans, on sait pas pourquoi. Et c'est un peu pareil dans les, je sais pas si vous lisez, moi je pense pas que vous lisez les release notes des builds, mais en fait il y a rien dedans, ils expliquent plus rien. Souvent ils mettent on a changé une application, on a sorti une application, on a mis une nouvelle version de l'application Map, je sais pas quoi, n'importe quoi. Alors qu'en plus, ça n'a rien à voir, c'est sorti 3 semaines avant. En gros, ils comblent avec des trucs qui ont rien à voir avec la build en elle-même parce qu'ils veulent pas dire qu'ils sont en train de faire. Alors c'est un peu bizarre quand on a un programme Windows Insider pour les fans. Le but à l'origine du programme Insider, c'était que les fans testent des trucs en avance, qu'on communique avec eux. Et là, ils sont un peu en mode secret, on fait semblant que ça avance, mais on donne rien. Sans le dire, en travaillant sur le projet secret que tout le monde connaît, mais sans en parler non plus. C'est un peu bizarre. Par rapport à ce secret, est-ce qu'on peut y trouver un intérêt quelque part au fait que dans les notes de sortie de build, on n'ait rien, aucune information, alors que normalement c'est quand même destiné aux testeurs, donc aux insiders, qui pourraient quand même aimer savoir ce qu'ils testent. On a aussi des journalistes qui testent, donc je pense qu'il y a de la communication envers la communauté Microsoft au sens large. Toi, tu testes, je veux dire, dans le cadre du podcast aussi, tu fais ce travail ensuite pour diffuser de l'information. Est-ce qu'on peut trouver un intérêt au fait qu'il y ait ce secret ? Est-ce que, quelque part, on peut l'expliquer ? On ne comprend pas, honnêtement, pour avoir vraiment l'information de ce qui se passe dans les builds chez Microsoft, il faut aller suivre les bonnes personnes Twitter, c'est-à-dire les gens qui savent bidouiller dans le registre, aller chercher dans ce qui est activé ou pas, pour trouver ce qu'il y a de nouveau dans cette build et ce qu'il n'y avait pas, parce que Microsoft ne le dit plus. Donc on sait pas trop pourquoi il fonctionne comme ça, honnêtement. Il doit avoir une raison en interne, hein, mais on a l'impression que maintenant ils essayent de vraiment fonctionner avec ils activent du A/B testing à tout va. Pour certaines personnes, ils activent ça, pour d'autres, ils activent ça. Et donc, ils aiment pas que les gens sachent qu'il y a une autre version parce que ça casserait peut-être un peu le but du test randomisé. Enfin, c'est peut-être leur idée. Mais de toute façon, ça fonctionne pas parce que les insiders, ils sont là parce qu'ils veulent tester les machins, donc ils vont les activer en bidouillant. Ils vont pas attendre que Microsoft fasse leur test pendant 3 mois. David, tu voulais réagir tout à l'heure ? Du coup, il y a quel intérêt à être insider C'est ce que tout le monde dit, il y en a plus beaucoup en ce moment. On n'a pas vraiment de grande communication avec Microsoft. On a une bulle tous les 2 semaines et il y a quasiment rien dedans à tester. Tous les 6 mois peut-être ils sortent une nouveauté ici et là, mais bon, voilà quoi. C'est pas honnêtement, c'est là où on voit la différence avec la Team Edge. La Team Edge sort des canaries tous les jours et ils ont une release note où ils nous mettent ce qu'ils espèrent mettre la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans la version, mais ce qu'ils espèrent. Et puis dès 6 heures en retard, ça retarde, tu vois, la semaine d'après. Mais ils ont des release notes à la semaine. Dans 2 semaines, on espère avoir ajouté cette fonctionnalité-là dans Edge Beta. Dans 3 semaines, ça. Honnêtement, c'est des années-lumière ce que la Team Windows fait. Ils sont au niveau transparence, ils sont fantastiques, la Team Edge. C'est assez bizarre de voir la Team Windows qui est complètement en mode secret absolu. Et le pire, c'est qu'ils font semblant que c'est pas le cas. Sur Twitter, quand on leur parle, ils disent mais non, on est transparent, alors que en fait, tu vois, limite des fois ils mentent sauvagement en disant mais non, c'est pas vrai. Ça. Alors que tout le monde est là, le mec à côté il dit mais si, je l'ai vu, c'est écrit j'ai regardé, voilà, j'ai la preuve, j'ai le screenshot, j'ai trouvé des trucs dans la bulle. Mais non, ça existe pas ça. C'est bizarre. Ok, effectivement, tu parlais de Edge, c'est vachement bien ce qu'ils font parce que chaque fois que tu as une mise à jour, enfin en tout cas pour la version dev, sur la dev édition, tu as tout un tableau qui arrive quand le navigateur se lance, tu as tout ce qui a été mis à jour, tu as plein d'explications de comment utiliser tes mises à jour, et effectivement, comme tu dis, tu as tout ce qui va être mis à jour derrière, et c'est quand même super pratique parce que on te prend par la main pour te faire découvrir ce qui arrive, donc c'est quand même super utile. Alors après, peut-être que c'est vraiment que Panos quand même aime bien le secret, hein. Il aime bien les événements où on sort la surface qu'on n'avait pas vue avant, enfin... C'est peut-être que c'est un petit peu son influence qui fait qu'il veut absolument que rien sorte de ce qui se fait actuellement. Mais même, honnêtement, il pourrait l'avouer, parce que tout le monde sait que Panos est en train de faire une nouvelle version. Microsoft l'a pas officiellement vraiment annoncé, mais on le sait tous.
Donc ça sert pas à grand chose de faire semblant que c'est pas le cas, surtout au niveau d'Insider, on le sait. Donc bon, il n'y a pas de. Enfin voilà. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Florian, si jamais Panos veut vraiment le culte du secret, faut qu'ils reviennent avec des testeurs internes et qu'ils arrêtent les insiders. Enfin, je vois pas autrement, sinon. Soit t'es cohérent jusqu'au bout, soit si tu veux pas que ça fuite, bah, tu mets pas à la disposition les nouvelles versions de Windows avant qu'elles soient officielles. Ouais, on sait pas trop. C'est vrai que c'est étonnant. Après, les insiders servent un peu de bêta-testeurs sur pas mal de points également. Hein, bah oui, bien sûr. Ouais, mais ce qu'ils pensent sûrement, Panet, c'est que, ok, les insiders, ils sont au courant, mais le grand public, il suit pas ça, et il sera quand même peut-être surpris s'il y a des nouveautés. Oui, c'est vrai, mais même s'ils le disent aux insiders sur Twitter, à mon avis, le grand public s'en fout quand même. Hein. Donc, bon, c'est clair. Oui, c'est vrai en plus. C'est clair. Enfin, bon, allez. Ils nous ont quand même donné quelque chose cette semaine. Parce qu'on disait qu'ils ne donnaient rien. Ils ont donné quelque chose. Ils ont donné la première application qui semble être entièrement refaite avec la nouvelle, avec WinUI. Donc avec l'interface qui sera probablement utilisée par toutes les applications Windows dans un an, lorsque Panos sortira sa version de Windows qui s'appelle le Sun Valley, la vallée du soleil. Ouais, Donc je vais la montrer rapidement ici pour ceux qui sont sur le visio. Alors, l'application qui a eu la chance d'être la première à avoir cette nouvelle UI, ben, c'est l'application Alarm. Donc bon, je sais, c'est pas glorieux. Ça aurait pu être mieux. Alors, horloge et alarme. Et donc, si vous pouvez voir, pour ceux qui ont comparé, qui ont encore l'ancienne version Windows 10, qu'elle est complètement refaite, déjà elle est un peu plus elle est un peu mieux réfléchie, parce que la version Windows 10, je pense qu'elle avait été faite en reprenant la version Windows Phone et en la modifiant pendant 3 minutes avant. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté vraiment des petites animations partout. C'est vraiment le souci du détail. C'est là que je pense qu'on retrouve un peu la touche Panos Panay. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand je mets ma souris sur un des chronomètres, ça grandit. La petite fenêtre grandit. Oui. Il y a un cadre qui vient se mettre et ça change de couleur. Ouais. Sur le minuteur, ouais. Oui, le minuteur. Voilà. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment la petite touche supplémentaire. Là, par exemple, l'alarme, avant, c'était vraiment un petit truc très très basique. Maintenant, c'est une belle. Un beau petit pop-up qui a vraiment plein d'options, plein de petits trucs jolis. Tout est un petit peu arrondi avec la nouvelle. Comme à la Fluent Design. Bref, tout est quand même. L'application, elle a été pensée cette fois. Avant, on voit qu'il y a un petit designer graphique quand même qui est venu et qui a pensé l'application, alors qu'avant, je pense que c'est quelqu'un qui l'avait fait en 10 minutes quand il avait le temps. Ouais, mais bon. De la même façon, il y a une petite animation. On la voit pas parce que je suis en train de projeter. Quand je projette, les animations passent pas. Mais normalement, lorsque je passe en plein écran, il y a des petites applications qui fluidifient un peu le passage en plein écran. Ça passe pas de l'un à l'autre. On voit l'application qui se transforme de fenêtre à plein écran. Bon, c'est pas grand chose. Alors, Florian, ce qu'on pourra faire, on mettra à disposition l'API X pour les gens s'ils le veulent, pour télécharger cette nouvelle version. Voilà, oui, c'est du bêta, hein, mais bon, ça c'est. Oui, mais bon, ça marche bien. Enfin bref, ouais. C'est juste que c'est pas grand chose. Pour l'instant, c'est la première étape, hein, je vous dis, c'est pas révolutionnaire. Mais cette application-là, ça montre que. C'est la première fois depuis 2015 déjà que cette application-là a une mise à jour. Hein. Enfin, elle a eu des mises à jour de sécurité, mais là, j'ai pas eu une mise à jour depuis 2015 pour l'instant. Et donc, on peut imaginer que vraiment, ils vont repenser un peu toutes les applications pour que l'interface soit plus cohérente, qu'on ait plus cette différence entre le bureau et les applications store qu'on a vraiment depuis Windows 8, hein, même si on avait Aero qui restait un peu sur le bureau, on avait Metro sur le store, on a eu Metro 2.0 sur Windows 10, on a eu Acrylic qui a mis tout transparent pendant un moment en 2018, puis on a eu maintenant Fluent Design qui a changé un petit peu à nouveau, et finalement il y a des traces d'un peu de tout dans tous les coins qui traînent sous Windows, on va dire, et c'est un peu dommage. Et donc vraiment l'idée c'est que toute cette UI là, elle sera aussi accessible aux applications de bureau, et donc il va être possible de rendre toutes les applications à peu près beaucoup plus cohérentes entre elles normalement. Et je pense que ça va être une bonne chose, parce que beaucoup de monde se plaint depuis très longtemps que les applications que Windows n'est pas aussi cohérent que macOS. Par exemple, macOS, ils ont mis un thème dark, ils l'ont mis sur tout l'OS en même temps. Nous, ça fait 8 ans qu'on le met très lentement, et il y a plein de fenêtres blanches qui restent dans tous les coins. Ah mais ça, tu as totalement raison, Florian, totalement. Ouais. Ok. David, tu as des choses à dire là-dessus, sur cette nouvelle application ? Ouais, toujours l'application, non, pas vraiment, elle est belle, mais je viens de la télécharger, donc il y a un quart d'heure, j'avais l'ancienne, et maintenant j'ai la nouvelle.
Ouais, voilà, quoi, c'est bien. Enfin, sur une application, on peut pas juger, il faudra avoir la globalité des applis et la cohérence entre elles, mais bon, là, oui, c'est joli, mais... En plus, elle n'est pas terminée, hein, elle n'est pas terminée. Ouais. Mais non, moi, ce que je voulais dire, c'est que... Je sais plus. Ah merde. Merde. Pardon. Non, c'est pas grave. C'était... si, par rapport à tout ce qui est panneau de configuration et les anciens trucs, ils comptent mettre ça dedans aussi ou pas? Tu sais, tout Apparemment, ce que ce tu peux serait régler. l'idée. Ça serait Parce plus que ou là, moins l'idée. Ce serait... il y a encore des liens que tu as qui t'envoient de paramètres à panneaux de configuration. Je sais plus, dans les trucs de son ou de luminosité, tout ça. Là, à chaque fois, tu retrouves ta vieille fenêtre Windows XP. Là. Après, soyons honnêtes, le Windows qui se débarrasse entièrement de Explorer et du panneau de configuration et tout ce qui est lié, c'est Windows 10X. C'est ce Windows-là qui utilise un nouveau shell qui est 6 shell, qui sera vraiment 100% neuf. Ils vont faire un Mac, je pense, pour moderniser Windows Bureau, mais afin de garder la rétrocompatibilité avec tout ce qui a été fait depuis MS-DOS, comme ils font toujours depuis toujours, ils garderont Explorer et le panneau de configuration. Donc ils vont le moderniser, mais soyons honnêtes, il sera jamais 100% moderne, neuf. Il restera toujours des vieux trucs parce que, de toute façon, c'est le cœur de marché de Microsoft. Hein. Ils veulent que les entreprises fassent encore tourner leurs trucs qu'ils ont fait il y a 25 ans sur Windows sans problème. Donc, et pour ça, il n'y a pas le choix. Il faut que tu gardes faut que tu gardes une grande partie de l'historique. Même si tu essaies de le moderniser un peu, tu es obligé de le laisser. Tu dois le laisser. Ok. Merci beaucoup, Florian. Mais je pense qu'on a à peu près fait le tour de l'essentiel de cette info. Hein. Moi, je vous propose de continuer avec, des news plus rapides. Si je vous dis que Microsoft se relance sur les PC ARM et que Microsoft devrait, courant 2021, nous proposer de nouvelles machines qui tournent avec des puces ARM, donc c'était les PC Always Connected, qui étaient sortis en 2018, il me semble. Ça avait plutôt fait un flop, et puis c'était assez poussif, hein, si je me souviens bien, Florian. Le problème, c'est que Microsoft a, comme très souvent, fait les choses un petit peu à moitié, malheureusement. C'est qu'ils ont sorti un Windows pour ARM, qui est un Windows complet pour ARM, donc pour le Surface Pro X, c'est bien ça? Oui, si je me trompe pas. Mais les autres équipes se sont pas dit, il faut qu'on sorte leur application. Par exemple, Microsoft Teams, je crois qu'il n'y a toujours pas de Teams ARM. On fait tourner le Teams x86 en émulation et c'est lent. Edge ARM, il commence tout juste à arriver, il n'était pas disponible avant. Office, il n'y a toujours pas de version Office ARM sur Windows. Alors que... Enfin, on en parlera tout à l'heure. Pour moi, la moindre des choses, c'est que si tu sors un Windows ARM avec un PC à 1000, je sais pas combien il était, à $2000, je sais pas trop combien était le Surface Pro. Oui, très cher. Bref, tu espères qu'au moins les applications Microsoft soient disponibles en natif dessus. Au moins qu'ils fassent le boulot sur leurs propres applications. C'est évident que 3 ans après, ou 2 ans après, je sais plus quand est-ce que c'est sorti, on n'a toujours pas toutes les applications Microsoft au moins en ARM. Je demande même pas aux tiers, je demande à eux-mêmes de faire l'effort. Mais c'est sûr. Et là, comme vous avez vu, comme vous savez, je pense, Apple sort ses Mac ARM, hein, et eux, ils ont passé tout leur système et toutes leurs apps en ARM. Et je pense que ça a donné un petit coup de pied au cul de Microsoft, on va dire. Et maintenant, ils vont devoir peut-être se bouger et relancer le truc un peu plus vite et se dire, on n'a pas 10 ans pour mettre à jour nos applications, il faut peut-être qu'on s'y mette maintenant. J'espère que ça va être le cas, on verra bien. Ouais. Bon, alors, pour continuer là-dessus, Florian, donc tu as un petit peu éventé le reste. On a les applications de la suite Office qui débarquent sur Mac. Donc, sur Mac, c'est bon, Office ARM est disponible, sauf Teams. Teams est le seul qui est encore pas disponible. Mais par contre, sur Windows ARM, non, on n'a pas encore de suite Office. Donc, je trouve ça assez... Franchement, je trouve ça très problématique aussi, que Microsoft ne se serve pas en premier. Alors, je veux bien que le marché de Mac soit aux États-Unis très porteur. Je pense quand même qu'en Europe, ça serait bien qu'on ait du Microsoft jusqu'au bout. Enfin, Bah oui, c'est bizarre. Enfin, ils ont fait le boulot pour être prêts pour Mac ARM, mais ils n'ont pas fait le boulot pour être prêts pour Windows ARM. On ne sait pas trop pourquoi. Et au-delà de ça, en plus, je sais pas si, pour ceux qui ont la visio, si vous regardez à quoi ressemble aujourd'hui les applications Office ARM, elles sont faites en Fluent Design avec des coins arrondis, vraiment les icônes Fluent Design, le système Microsoft moderne. Et je sais pas si vous regardez ça, honnêtement, ça a l'air beaucoup plus moderne que l'application Office Windows actuelle. Hein. Et c'est quand même assez aberrant. Les applications Office actuelles,
à part une icône ou deux, elles sont encore avec le design langage Metro pour les icônes de 2015. Alors qu'ils ont tout refait pour Mac avant. C'est quand même assez fou quand ils pensent. C'est habituel en même temps. Ouais, enfin... Oui, c'est habituel, mais c'est bizarre. Enfin, on comprendra jamais vraiment pourquoi, je crois. Non. Une petite information en passant rapidement, on a les notifications, enfin Teams qui va envoyer maintenant des notifications natives dans Windows, donc ce qui veut dire que ces applications vont pouvoir être désactivées dans les paramètres, enfin vous allez pouvoir les modifier dans les paramètres, et surtout ça va suivre ce que vous dites à l'assistant de concentration. Quand vous lui dites que vous ne voulez pas être dérangé, Teams va arrêter de sonner, et ça c'est quand même vachement pratique. Alors il y avait un autre point, Florian, qu'on avait défini, je te laisse en parler, je sais plus ce que c'était. Si, je crois que c'est par les paramètres. Oui, mais c'était ça. On parlait de juste ne pas déranger, du système automatique pour dire de mettre en quiet hour, comment t'appelles, focus assist la nuit, quand tu es de telle heure à telle heure. Bref, Oui. avant, Teams gérait ses notifications tout seul, c'est-à-dire que l'application créait une petite fenêtre de notification qui n'avait rien à voir avec Windows, qui n'était pas contrôlée par Windows, et maintenant, ça va être contrôlé comme une application Windows normale par le système d'exploitation, ce qui est très bien, ce qui aurait dû être le cas depuis 3 ans, j'ai envie de dire, mais Depuis le début. qu'ils le font. Pour continuer et terminer, alors c'est la sortie du dernier né de chez Microsoft, c'est le Surface Duo. Vous savez, ce petit téléphone qui se fait en 2 parties et qui se ferme surtout, qui s'ouvre et qui se ferme. Donc il va sortir en Europe et notamment en France. Alors courant premier semestre 2021, on n'a pas de date précise a priori pour l'instant. Ça serait, d'après certaines rumeurs, au printemps, donc fin du premier semestre 2021. On imagine que le prix va être toujours aussi élevé, donc combien il était, 1200$, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ben oui, on a du matériel du hardware à l'intérieur qui est un peu vieux. Après, c'est vraiment quelle utilisation on en a. Moi, je vois au niveau perso, je l'utiliserai pas, mais au niveau professionnel, ça peut être utile. Tu peux te dire que c'est un appareil qui peut peut-être remplacer certaines flottes de tablettes ou de choses comme ça, un peu plus grandes. Je pense que tu fais réagir, Florian. Oui, enfin, moi, ce que je remarque déjà aussi, c'est qu'encore une fois, on va avoir au moins 6 mois entre la sortie américaine et la sortie européenne, alors qu'en plus, c'est un appareil qu'ils ont dit qu'il y aura 3 ans de mise à jour de sécurité. Alors ça veut probablement dire 2 années de mise à jour majeure Android, et 1 année de mise à jour de sécurité, ce qui est souvent le cas pour Google également. Mais ça fait que quand tu l'achètes en Europe, même si tu l'achètes à la sortie, il te reste peut-être 1 an et demi de grand max de mise à jour Android. Si tu l'achètes 6 mois après la sortie, il te restera peut-être 1 an. Et pour un appareil à 1200€, le sortir en retard alors qu'il a déjà une durée de vie qui n'est pas énorme, je trouve ça un peu... honnêtement, moi je l'achèterais pas, quoi. David, c'est un appareil, on en a déjà parlé, mais toi, t'es pas tenté par le Surface Duo? Si, j'étais tenté, tu te rappelles, quand ils l'ont annoncé, c'était la fête, Microsoft renaît et tout. Et puis, Oui, mais ils avaient tout sorti le même jour aussi. C'est tombé aux oubliettes depuis. Si, moi, si je l'aimerais bien. J'aimerais bien l'avoir, mais vu le prix, vu ce que disait Florian sur les mises à jour et puis le suivi, voilà, je vais garder mon OnePlus. Moi, clairement, si tu me C'est sors un ça. téléphone à 1200€, je veux 50 mises à jour minimum, quoi. À ce tarif-là, je prendrais pas moins. Mais c'est ce que fait Apple, non? Quand même, Oui, pour oui, ces y a que appareils, Apple ils qui sont fait ça. sur des durées très longues. Il n'y a que Apple qui fait ça, oui, oui. Et de ce côté-là, honnêtement, moi, si tu mets ce prix-là, tu fais des mises à jour longues. Tu l'abandonnes pas au bout d'1 an. Au bout de 2 ans, quoi. C'est clair. Ok. Ben, moi, de mon côté non plus, mais je l'avais déjà dit, on en a parlé avec le camarade Florian Chavry sur les réseaux, et lui, il va essayer de s'en faire payer un par le boulot. Voilà. Ce qui est une bonne initiative. Enfin, voilà, si ça se fait, tant mieux pour lui. Moi, j'aimerais bien en avoir un aussi, mais c'est trop de... Puis apparemment, il a certaines contraintes qui sont au niveau photo, au niveau... Enfin bon, c'est pas... Si t'es obligé Ouais, de te mais bon, trimballer si un tu autre dis truc c'est à vraiment côté. un appareil pro, t'as pas forcément besoin d'un super gros module photo. Ouais, Bon, mais après, vu à le prix, 1200 il va en euros, mettre tu un, pourrais quoi. avoir un beau module photo. Ouais, je suis d'accord. Mais t'as ton perso. T'achètes le truc à 1200€, tu dois en acheter un deuxième à côté. C'est à 600, quoi. C'est un peu... Tu te dis, pour ce prix-là, ils auraient pu mettre un bon appareil photo, ça aurait pas coûté si cher de plus, non? Oh non. Il a vieilli le piqué du Lumia 920. Il a vieilli pour l'avoir testé récemment. Tu dis mince.
On a quand même vachement amélioré les modules photo depuis 2013, je crois. Ouais. Enfin, voilà. Bon, mais je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter pour ce petit épisode. Oui, juste un petit plus qu'on a tour. zappé, que Microsoft Editor est disponible maintenant en multilangue. Ah oui. Vous devez être quand même certain, hein, mais je pense que la majorité des gens, Florian, utilisent l'éditeur de Microsoft en version monolangue. Alors l'éditeur, c'est le petit module qui vient vérifier votre grammaire, soit dans Word directement, enfin dans la suite Office, mais également dans votre navigateur, quand vous saisissez du texte dans le navigateur. Donc ce qui est pas mal pratique pour se relire. Moi, ça me rendait fou parce que j'écris souvent en anglais ou en français, et donc à chaque fois, le truc, il essayait de corriger. Si je le réglais sur une langue ou l'autre, il essayait de corriger, il faisait n'importe quoi en fait. Parce qu'il comprenait plus. Ah oui. Et donc, maintenant, ça m'a détecté automatiquement. Ah, vous écrivez souvent en anglais et en français, bon, on va activer les deux. Et puis, et ça marche du tonnerre. Maintenant, il détecte dans quelle langue j'écris, ça fonctionne. C'est bien. Ok. Bon, ben super Florian, merci pour cette info. Bon, moi je crois qu'il m'a pas détecté que j'écrivais en anglais, donc je vais continuer à écrire en français. Bon allez, je vous propose de nous retrouver peut-être en 2021. En tout cas, je pense que pour cette fin d'année, il y a peu de chances que Microsoft nous donne l'occasion de nous retrouver autour de son actualité. Si nous ne nous revoyons pas, passez toutes et tous de bonnes fêtes. Il paraît qu'il faut faire attention à nous, donc faites attention à vous. Et puis portez-vous bien et on se donne rendez-vous pour un épisode 198 l'année prochaine. Salut, ciao tout le monde. Thank you.